Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Avec Connecting Leaders, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes et je mets en lumière leur business, leur audace, leur succès. Bonjour, je suis Simonie Devec. J'accompagne des dirigeantes et dirigeants d'entreprises en forte croissance pour faire rayonner leur business. Mon expérience en tant que business partner finance et RH, aux côtés de dirigeants en environnement tech, start-up, multiculturel, mais aussi mon engagement au sein du board de l'ONG internationale Passerelle Numérique, m'ont permis de voir à quel point le leadership, c'est avant tout de l'action, de l'ambition, mais surtout des relations, des connexions humaines, socle de tout. Bref, l'importance d'être bien entouré dès le départ. Mon objectif est de partager le parcours passionnant de mes invités, leur état d'esprit, leur moteur, leur challenge et leur succès, afin d'inspirer celles et ceux qui construisent le leur. Belle écoute! Bonjour, je reçois aujourd'hui Rodolphe Dutel, fondateur de Remotive, communauté anglophone de personnes travaillant en remote, c'est-à-dire sans bureau fixe, et c'est également un job board d'offres d'emploi en remote à travers le monde. Rodolphe revient sur son parcours chez Google, puis Buffer, expériences qui l'ont inspiré à créer Remotive en 2014. L'entreprise est bootstrap, c'est-à-dire n'a pas levé de fonds, par choix. Rodolphe et son associé voulaient surtout construire une entreprise totalement liée à leurs valeurs, style de vie et objectifs. Pari réussi. Merci Rodolphe pour ton partage et belle écoute. Hello Rodolphe, merci d'être sur mon podcast Connecting Leaders. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, je suis ravie de t'accueillir. On s'est connus sur les réseaux sociaux, puis on a collaboré ensemble. On va revenir sur ton parcours en détail. Tu as commencé ta carrière chez Google, ensuite chez Buffer, et ensuite tu as créé ta structure Remotive. Et tu as aussi écrit un livre dont on va parler également parce que c'est quand même une belle étape dans ton parcours. Est-ce que tu peux déjà te présenter, Rodolphe? Qui es-tu? Oui, avec plaisir. Merci de m'avoir sur ton podcast. Je suis Rodolphe. Je travaille dans la tech depuis une douzaine d'années. J'ai commencé un petit peu par hasard chez Google. En sortant d'école de commerce, je voulais absolument en apprendre plus sur tout ce qui était logiciel, tout ce qui était collaboration. Et j'ai eu l'opportunité de rentrer chez Google, spécialement dans la division qui s'occupait de tout ce qui est SaaS, Software as a Service, notamment Google Cloud, notamment Google Documents. Donc j'avais cette tâche un petit peu étrange d'aller toquer à la porte de gens qui avaient installé leur messagerie, soit dans leur cave, soit dans leur grenier, et leur proposer de confier leurs données et confier leur informatique à un service complètement dématérialisé. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait volontiers, mais c'est vrai que quand on appelait les mairies, quand on appelait les conseils régionaux, quand on appelait les PME en 2011, on était bien reçus, mais les gens étaient assez surpris parce que le mécanisme était un peu neuf. Et découvrir le SaaS, ça m'a donné envie d'aller plus loin dans la technologie parce que quand j'ai eu l'opportunité d'aller sur le campus de Mountain View en Californie de Google, j'ai découvert un univers un peu fantastique où les gens allaient jouer au volleyball à midi, où ils allaient se faire couper les cheveux puisqu'il y avait un camion qui arrivait avec un coiffeur où tu pouvais te faire couper les cheveux. Et en fait, j'ai réalisé que tout était fait dans cet univers de technologie pour que tu maximises le temps passé sur place, c'est-à-dire dans les locaux, afin d'être calqué sur le modèle des universités américaines où plus tu passes de temps sur place, plus il y aura d'innovation. Et je trouvais ça fabuleux en fait d'être dans son boulot de culture, surtout en début de carrière. Mais j'avais quand même cette question qui se posait, qui était de dire, mais en fait, si les outils sont prêts pour nous laisser travailler de n'importe où, travailler depuis Dublin où j'habitais à l'époque, depuis l'Europe ou les États-Unis, pourquoi ne pas essayer d'aller au bout de l'expérience et vraiment travailler avec son ordi de partout, qui était en fait une thématique de télétravail qui existait déjà mais qui était assez peu développée, et même de digital nomadisme, puisque j'avais des velléités de voyage aujourd'hui, que j'ai hier, à l'époque en tout cas, aujourd'hui je suis sédentaire, mais à l'époque j'avais très envie de voyager et de travailler. Et j'ai eu la chance de tomber sur une entreprise dont j'étais client, qui s'appelle Buffer, buffer.com. Ah oui, donc tu l'utilisais. D'accord, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais eu le projet de prendre une année de pause après avoir travaillé chez Google, pendant laquelle j'ai fait du bateau et je souhaitais maintenir ma présence sur les réseaux sociaux. Et pendant, par exemple, une traversée de l'Atlantique où j'étais parfaitement déconnecté pendant 6 semaines de suite, j'avais quand même, grâce à ce logiciel Buffer, une présence sur les réseaux qui continuait à maintenir une actualité, repartager des contenus et des choses que j'avais préparées avant de partir. Et j'avais trouvé ça très intéressant, ça me fascinait. J'ai trouvé une opportunité de les rejoindre et j'ai passé les 3 années suivantes en tant que d'abord, j'étais dans l'équipe produit, j'ai fini directeur administratif et financier de sa société qui à l'époque faisait environ 20 millions de chiffre d'affaires
et quand je suis parti, il y avait 80 salariés dans la société. Ça m'a permis de découvrir le milieu du télétravail, le milieu de l'entrepreneuriat aussi, parce que même si j'avais pu travailler chez les Américains, dans des grosses sociétés, c'est très différent d'être dans une structure de 20 qui passe de 20 à 80 personnes, qui bouge vite, où chacun est responsabilisé. C'était une belle expérience et ça m'a donné tellement envie, d'avancer et de faire mon propre chemin que j'ai pris cet esprit du télétravail qui continuait à me fasciner et j'en ai fait ma propre société qui s'appelle remotive.com, qui est un job board et une communauté qui aide les anglophones qui cherchent un travail en télétravail à être connectés à des entreprises qui les recrutent. Et ce métier-là, donc, je le fais depuis 2014 maintenant avec mon associé et on a des plus gros job boards qui connectent donc technologistes et entreprises qui souhaitent embaucher en télétravail. D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler, en fait, la particularité de Buffer? Depuis les années 2010, c'est une entreprise qui est intégralement en télétravail. C'est-à-dire qu'ils recrutaient sans critères géographiques et à un instant T, quand j'étais employé là-bas, il a pu y avoir des employés pardon, sur les 12 fuseaux horaires différents. Donc on avait des gens qui étaient partout avec une entreprise qui devait être paradoxalement très organisée pour maintenir des habitudes, une productivité, des méthodes de travail. Il fallait beaucoup communiquer, il fallait beaucoup avoir une culture de l'écrit pour être sûr que les choses ne se perdent pas et que les personnes puissent avancer quand vous, par exemple, vous partez en week-end. Et c'est ça qui m'a fasciné, en fait, c'est de voir que les gens pouvaient travailler de partout et certains même pouvaient voyager et travailler en même temps, ce qui était une expérience que bah, j'avais vu ça là, peut-être dans des livres ou j'avais entendu ça sur des vidéos, comme par exemple le livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures, qui était un livre qui avait fait parler de lui dans le début des années 2010. Mais je connaissais peu d'entreprises qui avaient fait ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé Remotive, c'est quand on m'a posé la question, comment moi, employé dans le milieu de la tech, je peux faire pour trouver un travail qui me paie sans critères géographiques. Mais moi, j'avais la chance d'en avoir un. J'ai commencé à recenser les autres entreprises qui proposaient la même chose. Et puis, tant et si bien, le site a grandi. Tout d'un coup, le Covid est arrivé, ce qui a changé absolument tout, puisqu'on s'est retrouvé, ou en tout cas les métiers col blanc, les métiers de bureau se sont retrouvés en télétravail quasi intégralement. Et cette bascule a donné encore plus de visibilité au projet, puisque maintenant, la plupart des ingénieurs, on a une statistique que 45% des développeurs seniors refusent de travailler autrement qu'en télétravail. Donc on a des bascules assez importantes qui se passent sur les usages. Et nous, chez Remotive, on accompagne ça en faisant la promotion des meilleures pratiques et des offres d'emploi. D'accord. Selon toi, d'après ton expérience, hein, comment on peut, créer et maintenir une culture d'entreprise quand on est, tous, éloignés avec, 12 heures de fuseaux horaires différents, enfin, voilà, toute cette distance, on va dire? Alors c'est vrai que c'est très compliqué puisqu'en plus il y a des facteurs aggravants, j'ai envie de dire, qui est un l'hypercroissance de la société au niveau des projets, de l'ambition, du nombre d'employés à l'intérieur aussi. Donc il faut accompagner aussi une certaine cohérence. C'est-à-dire qu'une entreprise qui double par exemple dans l'espace de 6, 12 ou 18 mois, eh bien on change les interactions sociales, on change la manière dont il y a des managers, des directeurs, enfin on change vraiment toute la structure de la société. Donc c'était très compliqué. Les deux choses qui ont aidé Buffer à faire cela, la première, c'était que la société était très transparente et très claire sur les attentes, c'est-à-dire qu'elle était, elle disait clairement qu'elle cherchait des personnes qui savaient bien communiquer par écrit, qui savaient s'organiser, qui documentaient leur travail et qui souhaitaient collaborer de manière synchrone aussi. Donc en mettant les bases, c'est-à-dire en aidant les personnes à savoir avant même de postuler si elles semblaient être, si elles semblaient pouvoir se projeter dans cet environnement très particulier, ça aidait. La raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'il y a des personnes qui sont extrêmement performants dans un bureau et qui sont très heureux d'y aller, mais qui n'ont pas du tout envie d'être en télétravail. Ce que je reçois parfaitement, et il est quand même plus important de le dire et de bien préciser ça à l'avance plutôt qu'avoir des déconvenus un peu plus tard. Et la deuxième partie, c'est de se dire aussi comment je maintiens la culture dans le temps. Et en fait, on se rend compte que on peut maintenir une culture à travers le télétravail, mais on a besoin de se voir, on a besoin de se parler, on reste des animaux sociaux. Il est très important, et ça s'est vérifié dans l'intégralité des sociétés avec lesquelles j'ai travaillé, qui sont en télétravail, d'avoir des rassemblements de personnes, soit par équipe, soit par département, soit la société entière, selon les budgets et les possibilités. Mais c'est que les personnes se voient au moins tous les 6 mois, parfois tous les ans. Ça dépend selon le contexte sanitaire et les budgets, qui sont deux gros critères. Mais il est très important que les personnes se voient pour créer un affect, pour créer un pathos
Et ensuite, on peut maintenir cette culture à travers des événements d'équipe virtuels, à travers des rencontres ad hoc, à travers des clubs de lecture. On peut faire une foule de choses, hein, il y a plein de choses qui sont importantes, mais si on ne se voit pas, c'est très compliqué de poser les bases et de créer l'empathie nécessaire à ce que ça se passe bien. Oui, tout à fait, ouais. Et donc Remotive, tu disais que tu l'as écrit en 2014. Alors, pour moi, ça fait c'est une éternité, 2014. Donc vous avez choisi de ne pas lever de fonds. Est-ce que tu peux nous expliquer, les raisons de ce choix? Oui, le Remotive, j'ai essayé de créer un projet qui était déjà soirée week-end, qui était un projet en parallèle de mon activité à Buffer à l'époque. Donc pendant 2 ans, je travaillais lundi au vendredi et soirée week-end, je créais, je montais ce projet qui a commencé petit, puisqu'au début c'était qu'une newsletter. Ensuite, on a créé une communauté, on a rajouté un job board. Donc ça s'est vraiment construit comme un Lego brique par brique. Et pour moi, il était très important, comment dire, quand j'ai quitté ma position, mon boulot chez Buffer, c'était très important d'aller vers autre chose, mais d'aller vers plus d'indépendance. Et là, on bascule vers un projet qui m'est cher, qui est plus personnel. C'était que je voulais être indépendant de contraintes, et je me rendais compte en fait qu'à l'époque, le projet, à la vitesse à laquelle je souhaitais le monter et la direction dans laquelle je souhaitais aller, je pouvais pas regarder un venture capitaliste dans les yeux et lui dire donnez-moi 1 dollar, je vous en rendrai 10. Parce que c'était pas possible de faire x10 avec mes attentes et avec mon rythme sur un projet qui était déjà rentable, puisqu'on a commencé à monétiser très tôt le projet. Du coup, comme j'avais peu de rentabilité, mais suffisamment à mon goût, et pas d'attente de croissance x10, x100, et bien je suis passé dans une logique qui me paraît plus pérenne, c'est-à-dire sans lever de fonds, et ça cadrait avec mes ambitions. Donc aujourd'hui, on n'a toujours pas d'investisseurs, et avec mon associé qui m'a rejoint en 2019, on a pu continuer à construire la société à notre rythme, qui au final est un moyen pour une fin, la fin étant le rythme de vie, le niveau de vie qu'on souhaite avoir, et le moyen étant cette entreprise qui nous amuse et dans laquelle on apprend tous les jours. Qu'est-ce qui t'anime? Enfin, c'est peut-être des valeurs, j'imagine, qui t'animent pour construire ce projet? Enfin, c'est même plus un projet, c'est une boîte, c'est une entreprise. Ouais, bah, j'ai longtemps appelé ça un projet parce que c'est vrai qu'on a mis longtemps, enfin, j'ai été en nom propre, ensuite j'ai créé le statut et cetera. Donc la délimitation s'est faite qu'il y a quelques années, on va dire. Je pense que grâce à la technologie, un certain nombre de gens ont la chance incroyable d'avoir reçu un super pouvoir de flexibilité. De flexibilité parce que, on peut être efficace, parce qu'on peut travailler selon ses propres horaires, parce que si on comprend sur quel sujet travailler, on peut travailler moins que ce qui est imposé, c'est-à-dire la norme, et aller à l'encontre en fait d'un certain nombre de choses, comme le présentéisme, comme la culture de faire ses heures et sans trop dire qu'on va prendre son après-midi si on quitte un bureau vers 19h. Ça me fait bondir ce genre de choses. Mais en fait, voilà, pour la petite anecdote, moi j'ai commencé en management consulting. Donc, c'est des métiers qui sont particuliers parce qu'en fait, plus on reste, plus on gagne. Plus on gagne, c'est-à-dire plus on gagne en promotion, plus on gagne en carrière, et cetera. Et pour moi, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que le but du jeu, c'est de profiter de la vie et passer un maximum d'heures à faire des choses qu'on apprécie avec les gens qu'on apprécie. Et c'est un luxe incroyable parce qu'il y a très peu de professions qui peuvent offrir ça. La plupart des gens qui font des métiers durs, des métiers où ils doivent y aller tous les jours, ils ne peuvent pas faire ça. Les technologistes ont cette chance incroyable de pouvoir le faire, ce qui est en train d'ailleurs de se confirmer avec la culture de l'asynchrone, qui est en train de monter de plus en plus. Il y a un certain nombre de personnes qui poussent vers la semaine des 4 jours, qui est un gros thème en ce moment. Moi, j'ai bataillé pour le remote, jusqu'à ce que ça devienne aujourd'hui mainstream et accepté dans la plupart des entreprises et administrations. Pas complet, mais au moins partiel. Et on a vu aussi des choses comme ChatGPT, OpenAI, qui commencent à devenir des surcouches des logiciels que je vendais moi-même il y a maintenant presque 12 ans, qui disent, voilà, en quelques lignes, on peut demander à OpenAI de faire le travail qu'on demandait aux stagiaires il y a une douzaine d'années. Donc on est sur une interface personne-machine qui évolue et je pense qu'il y a deux choix. Soit on dit qu'on continue à travailler à fond en faisant encore plus de levier sur la machine, ce qui est une possibilité. Moi, je pense que si la machine nous aide, eh ben, prenons ce temps pour être en famille, pour prendre soin de soi, pour prendre soin des autres, etc., etc. Donc c'est une recherche de sens et de lifestyle aussi, on va dire? Exactement, et ce discours est irrecevable parmi les ventures capitalistes que je salue et que je respecte tout ça, mais c'est le poids de mesure. Moi, je suis pas, voilà, le thème de cheval de course pour aller, le plus loin possible, le plus vite possible et voir ce qui se passe, je l'entends, mais c'est pas du tout mon chemin et je pense que ça ne le sera jamais.
donc je préfère quelque chose, à ma mesure et à mon rythme. Voilà. D'accord. Et donc les clients de Remotive sont pour la plupart aux US, hein? Ou c'est 100 US quasiment? Oui, c'est 60, entre 70 et 75, je vais pas dire de bêtises, mais globalement, c'est un projet anglophone puisque j'ai fait l'intégralité de ma carrière avec des anglophones et l'audience clé, elle est mondiale. D'autant plus qu'à l'époque où j'ai commencé ça il y a une dizaine d'années, les personnes que ça intéressait au niveau de l'embauche étaient, de manière disproportionnée en Amérique du Nord, notamment, des personnes qui étaient en Californie. Depuis, ça s'est démocratisé, mais aujourd'hui, on continue à travailler sur voilà, sur l'anglophone qui est notre cœur de métier. On voit aussi le travail en indépendant. Donc quand je dis indépendant, ça peut être freelance, solopreneur, qui se développe en ce moment. Donc d'ailleurs moi, personnellement, je suis la formation Envie qui aide à les indépendants à se monter ou à décoller. Et j'ai l'impression que voilà, cette recherche de sens, de liberté, pour moi, est quand même relative, est de plus en plus prononcée. C'est qu'on cherche beaucoup plus de ouais, de sens, une envie d'autre chose, des soucis aussi de management. J'ai souvent vu ça aussi. Tout à fait, tout à fait. On a besoin, je pense, de quelque chose qui nous anime en plus et le covid a été déclencheur de beaucoup de choses, pas que le covid, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, au sens où, certaines personnes ont questionné leur lieu de vie, leur rythme de vie, leurs habitudes, la manière dont ils font de l'exercice, la manière dont ils se nourrissent. Donc cette remise en question un peu globale, ça arrive dans un voilà, il y a un contexte social qui est très chargé en France, il y a l'actualité climatique, donc je pense que plein de gens se posent des questions en se disant qu'en fait, la génération des boomers ont eu une visibilité sur le fait de travailler à fond, ensuite avoir une retraite et en profiter. Je pense que nous, on a plus de points d'interrogation sur, le futur et ce qui se passera, on va dire, horizon 2050, sans du tout, jouer les Cassandres et parler de choses, je dis ça de manière très neutre. Je dis juste qu'on tire vers nous un certain nombre de décisions que d'autres avaient laissées à plus tard, je crois. C'est aussi, encore une fois, une position de privilège de, cols blancs qui ont du temps de faire tout cela, ce qui n'est pas le cas de tous. Donc, quand on a la possibilité de le faire, je pense que toute une génération, en tout cas ceux qui pouvaient avoir le temps et le budget de se poser ces questions-là, ont commencé à creuser ça de plus en plus. Alors tu disais qu'il y avait surtout, beaucoup de métiers, tech, produits et bah, c'est vrai que moi j'ai remarqué que, les fonctions plus dites support, tu vois? Bah, moi finance, RH, il y en a quand même moins, quoi. J'ai l'impression qu'on est encore attaché à cette espèce de bureaucratie ou des sujets un peu admin, tu vois? Ou et je trouve ça dommage, quoi. C'est ça. Je pense que majoritairement, le télétravail, il a été axé sur les compétences qui étaient dites rares à l'époque, ou en tout cas pour lesquelles il y avait plus de difficultés à recruter, c'est-à-dire les métiers techniques au sens large. Je mets dedans data design, produit, ingénierie. Et ensuite viennent les fonctions support, dont j'ai fait partie. Donc moi, j'étais complètement dans ce cas de figure-là, rejoindre une startup en télétravail dans le cadre de des fonctions business support, Ops HR. Et effectivement, il y a moins de postes, assez souvent. Il y a aussi une réticence à une certaine époque parce que, par exemple, une société américaine souhaitait avoir une personne qui était, américaine du fait des taxes, du contexte social local et cetera. Donc c'était pas aussi uniforme, je pense, à une certaine époque que ça ne l'est aujourd'hui, notamment parce que ce que fait un ingénieur ou une ingénieure est très transverse, là où, ce qui se passait, par exemple, dans la finance pouvait être un peu plus niche selon les personnes et pays. Alors qu'aujourd'hui, je pense que ça ne choque plus. Le fait de dire que voilà, moi j'habite La Rochelle, de dire je travaille à La Rochelle pour une société parisienne et de temps en temps je vais à Lyon pour rencontrer mes collègues, c'est quelque chose qui est parfaitement recevable, alors qu'il y a 4 ans c'était lunaire. Donc on va vers quelque chose comme ça aussi, et je vois que voilà, il y a clairement eu là en 2022 et 2023 une grande baisse de recrutement due aux crises de liquidité des fonds des VC, qui ont un peu changé leur financement, il y a eu une crise, etc. Donc il y a moins d'embauches, mais je pense que à la marge, les fonctions centrales sont plus présentes qu'elles ne l'étaient il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'on a moins peur d'embaucher quelqu'un en RH ou en finance aujourd'hui qu'on ne l'avait il y a 10 ans. Oui, surtout que voilà, quand on a des difficultés justement à embaucher des gens, maintenant peut-être on ouvre aussi un peu plus on peut repousser un peu plus les frontières aussi. Ouais, On se dit peut-être que absolument. voilà, les talents qu'on recherche, sont peut-être pas forcément, dans notre, périmètre. Et donc, quelles sont vos prochaines ambitions, pour Emotive? Alors avec Remotive, ce qu'on souhaite faire, c'est être présent absolument partout, enfin partout sur le web où les talents sont. Donc comme on est une interface entre les entreprises
qui embauchent et les talents qui souhaitent trouver un métier en télétravail. On se développe beaucoup sur les réseaux sociaux. On est très présent sur LinkedIn, par exemple, un média que je travaille depuis une petite quinzaine d'années maintenant. Et c'est très intéressant en fait d'essayer d'aider les gens là où ils sont sur leur recherche d'emploi. Et ça nous crée aussi toute une activité de média, puisque les gens viennent chez nous pour chercher un emploi et on a un certain nombre de personnes qui reviennent ensuite 3 ans plus tard lors d'un pivot de carrière ou quand ils veulent changer et qui reviennent en fait parce qu'on a pu les aider une première fois, donc ils reviennent une deuxième fois chez nous. Donc nous, toute notre approche produit, c'est essayer de diriger un maximum de candidats et candidates de qualité vers les personnes qui sont nos clients, c'est-à-dire les entreprises qui embauchent en télétravail. Ça passe par de nouveaux médias comme Telegram, comme Reddit, comme Mastodon. Donc on essaie d'être aussi présent que possible là où les personnes sont en fait, parce qu'il vaut beaucoup mieux chercher des personnes qui font du DevOps dans un subreddit DevOps spécialisé plutôt que essayer d'aller chercher ça sur Indeed.fr où cette catégorie de talent n'est pas du tout. Donc voilà, nous on réfléchit à ça et on essaie de tirer le fil en fait sur chaque profession. Et comme on fait que ça et qu'on fait que ça depuis 10 ans, on a la chance d'avoir des résultats plus précis que des personnes qui font ça de temps à autre. Comment tu arrives à quand vous arrivez à trouver, en fait, à approcher les entreprises, enfin, vous démarcher? Alors moi, mon métier premier, c'était la vente. Donc effectivement, j'étais commercial au téléphone, j'ai fait du porte-à-porte. Donc tous ces démarches-là, ça me parle. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, pour avoir été des deux côtés de la barrière, parce que j'ai eu la chance d'être un petit peu du côté RH, j'étais dans certains recrutements chez Buffer et j'ai regardé ça de près. J'en ai eu marre. En toute transparence, le démarchage, moi, j'en ai eu un petit peu marre. Et du coup, Remotive, depuis qu'on a créé le projet, on n'est que en réactif. Et je sais que c'est encore quelque chose d'irrecevable pour mes amis venture capitalistes s'ils nous écoutent, mais je dors mieux la nuit, c'est plus simple, la vie est belle. Les gens qui viennent nous voir, ils veulent vraiment venir nous voir. Donc les gens qui nous posent des questions, on s'occupe très bien d'eux, mais on fait pas de démarchage en fait, parce que on considère que on veut pas être sur ce modèle-là, on veut pouvoir servir bien et de manière automatisée de base et ensuite de manière humaine et fine quand les gens viennent chez nous, deviennent clients, mais on démarche pas, quoi. On démarche plus. C'est quelque chose qui est pas. Voilà, et puis peut-être que, voilà, vous avez aussi, votre crédibilité, votre visibilité actuelle qui fait aussi que vous avez peut-être pas besoin de faire du porte-à-porte, comme on dit. Absolument, je pense que le démarchage, ça se fait toujours à la hauteur des attentes qu'on a. Nous, on a des attentes qu'on a mis sur le papier avec mon associé et à partir du moment qu'on va dans la bonne direction avec la société, on se sent pas de devoir, mettre les 2 pieds sur l'accélérateur et ça change. Enfin, c'est un luxe, hein, il faut pas se cacher de ça, mais comme c'est maintenant, pratiquement notre 10e année d'activité en tout sur le projet, c'est vrai que, on a assez de personnes et de contacts pour continuer à faire des transactions sans démarcher. Ça, c'est un luxe et c'est très agréable. D'accord. Vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe? On a 3 personnes qui nous aident à mi-temps sur différentes géographies puisque la plupart de nos clients sont en Amérique du Nord, donc c'est très important pour nous d'être présents, sur ces time zones-là et donc on a 3 personnes à mi-temps, mon associé et moi-même. Donc on est une équipe de 5. D'accord, OK, donc super, super efficace. Ouais, c'est chouette et si les choses se passent comme on le souhaite, on restera 5 jusqu'à la fin. Parce que, voilà, on en a vraiment enfin, je suis bien désolé si les gens s'attendaient à ce que ce soit un gros produit qui va se développer, mais le but du jeu pour nous, c'est de dégager du temps et faire une foule d'autres choses très intéressantes en parallèle, tout en donnant le meilleur à nos clients. Et entre parenthèses, on a des petits camarades de jeu qui sont des concurrents et compétiteurs à qui on parle très très souvent, et on a des personnes qui arrivent à contenter leurs clients et être plus gros que nous encore, et ils sont sur le même type de personnes. C'est-à-dire qu'à 5 personnes, on pourrait servir 30 fois plus, enfin allez, 10 fois plus de clients, on serait pas sous l'eau, quoi. Parce que aussi on est dans une logique avec du service, de l'automatisation, etc. Oui, alors justement, donc vous avez l'air assez productif. Est-ce que tu peux partager tes tips à toi de productivité? Parce que, travailler en remote, bah, moi pour l'avoir expérimenté et pour expérimenter encore, c'est voilà, je trouve qu'il faut quand même une certaine discipline et quand tu as une équipe, que tu dois, interagir avec une équipe et cetera, enfin, je trouve qu'il y a quand même une organisation. Faut quand même être organisé à mon avis. C'est ça qui est fou sur le remote, je te rejoins complètement là-dessus parce que quand on parle d'efficacité, la plupart des gens sortent des listes d'applications, de méthodes de se lever à 6 heures du matin, de faire ceci, de faire cela, et c'est admirable. Je pense que la discipline est très importante. Je pense que ce dont on ne parle pas assez, c'est le contrat social entre les personnes qui travaillent dans la société. C'est-à-dire quelle est l'attente profonde sur les interactions sociales dans la société? Est-ce qu'il est attendu que quand on te met un message sur Slack,
tu aies un petit point vert à l'autre bout du message et que tu répondes instantanément. Ça, c'est le contrat social. C'est dire, est-ce qu'on t'attend du tac au tac sur une réponse? Quel délai est socialement acceptable pour toi pour revenir vers un collaborateur ou collaboratrice et répondre? Et en fait, toutes ces choses-là qui sont inarticulées, si on commence à dire, eh bien, dès qu'on partage de l'info, par exemple, on va enregistrer une vidéo asynchrone sur un logiciel comme Loom, par exemple, ou alors on va écrire ça sur un Notion ou un Google Doc, et on parlera des sujets produits une fois par semaine de manière asynchrone, les lundis midi, tout le monde a mis ses sujets, et ensuite on a 24 heures pour les revoir. C'est tout le paradoxe en fait. Une fois qu'on a compris que pour avoir énormément de flexibilité, il faut énormément de structure. Donc c'est ça qui est assez fou, c'est que pour être très flexible et avoir le maîtrise de ton temps, il faut avoir énormément de structure sur la manière dont tu travailles avec les autres pour que eux comprennent à quelle vitesse tu vas revenir vers eux, sur quels médias, quelles sont tes prérogatives aussi, quelles sont les choses que toi tu vas faire, quelles sont les choses que les autres vont faire. Et c'est ça qui est très difficile en entreprise parce que quand on vient d'un milieu plus traditionnel ou un milieu de bureau, eh ben, il y a de l'informel à la machine à café, il y a parfois une réunion qui est avancée, on parle de 3 sujets sur une réunion, et cetera, et cetera. Et en fait, pour être bien en remote, c'est ultra dur. C'est pour ça que les boîtes hybrides sont très compliquées à gérer. C'est qu'il faut savoir détricoter tout ça et remettre tout à plat. Chez nous, par exemple, on n'aime pas faire de meeting. C'est vraiment pas notre truc du tout. Donc, avec les personnes qui sont avec nous à mi-temps, on parle toutes les 4 à 6 semaines sur un meeting. Et il y a des personnes que ça ferait bondir et sauter au plafond, parce que je reçois parfaitement. Mais ça, c'est un vrai thème de recrutement. C'est-à-dire, est-ce que moi, j'ai pu recruter des personnes qui, dans leur attente, avaient parfaitement compris qu'on interagirait toutes les 4 à 6 semaines? Parce que si c'est pas le cas, c'est pas la faute de la personne, c'est moi qui ai mal écrit ma job description. Donc, tout ça fait que il faut bien remettre tout à plat. Après, sur moi, mon organisation personnelle, je sais que je suis plus productif le matin, donc je travaille plus les matins jusqu'à 13h. 8h, 13h, c'est là où je fais la plupart de ce que je fais. Les après-midi, je discute un petit peu, je fais deux, trois trucs, mais ma journée productive, elle est bouclée à 13h. J'ai fait ou j'ai pas fait ce que je vais faire dans la journée. Après, j'ai Todoist comme qui m'aide beaucoup à savoir ce que je dois faire un jour même. J'ai mon calendrier qui est propre. J'ai de la délégation dans tous les sens. J'ai des raccourcis clavier. J'ai des captures d'écran. J'ai des vidéos asynchrones. Donc, j'ai tout un mécanisme qui me permet d'aller plus vite. Mais si j'ai pas ce contrat social en me disant, écoutez, voilà, je vais pas vous répondre immédiatement. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Et je communique clairement ce que j'attends à toute mon équipe. Eh ben, on n'y arriverait pas du tout. Parce qu'une personne qui est très efficace, qui a sa routine, qui se lève à 5 heures du matin, qui fait tout doist, mais qui fait 20 heures de meeting par semaine, eh ben, elle sera épuisée à la fin de la semaine et elle ne sera pas forcément satisfaite de sa routine. En tout cas, pas avec mes critères à moi, qui sont d'être flexible. Et comme on dit aussi le context switching, c'est-à-dire changer de sujet tous les 5 minutes, c'est épuisant pour le cerveau, enfin c'est épuisant. Absolument, absolument. Donc effectivement, donc c'est partager nos façons de travailler avec, l'équipe et du coup aussi, se coordonner. Comme tu dis, par exemple, chez vous, c'est, pas de meeting, durant plusieurs semaines. C'est ça. Par contre, on parle à l'écrit. Par contre, on cesse des messages. Par contre, peut s'envoyer des mails. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire pas de communication. Ça veut juste dire qu'on est ultra carré sur qui décide de quoi quand et si tu as un besoin d'un coup de main sur tel sujet, c'est là et autre sujet, c'est là-bas. On essaie d'être très très carré pour avoir le droit de ne pas l'être. Ce qui est pas, encore une fois, paradoxal. Et toi, Rodolphe, à titre, plus personnel, comment tu fais pour progresser, pour te développer justement? Tu te mets des slots dans ton planning justement? Ou c'est dédié un peu au tout ce qui est learning ou enfin, je sais pas comment tu appelles ça et Ouais, globalement, le matin, je fais et l'après-midi, je réfléchis ou j'apprends des choses. Globalement, quand on coupe la journée en deux. Après, plus les années passent, plus l'apprentissage, il sort de la tech. J'habite au bord de l'eau, donc je fais du bateau, je fais du vélo, je fais plein de trucs aussi. Et voilà, je crois que je suis très content d'être dans la tech, mais il y a plein de choses en dehors. Donc là, il y a des gros sujets en ce moment, il y a ChatGPT, il y a la crypto-monnaie, il y a le climat, il y a plein de choses qui avancent. Mais j'essaie de couper ma journée en deux, ouais, un maximum. Et je changeais de lieu. Du coup, le matin, coworking space, l'après-midi, home office. Parce que c'est pas la même concentration. Pareil, si je suis entouré de gens, j'ai l'impression que je dois travailler parce que j'ai les autres autour de moi. Et c'est le distinguo d'ailleurs entre le télétravail et le travail de la maison. C'est qu'on peut tout à fait être en télétravail en étant dans un coworking space. Moi, j'aime ça à petite dose. Je le fais 3 matinées par semaine. Et parfois, je suis dans des lieux tiers. Si j'ai besoin de faire de la créativité, j'ai besoin d'être dans un café. J'ai besoin d'être dans un café parce que j'ai le bruit des autres qui sont autour de moi, qui font des trucs. J'ai besoin d'être dans un café où je peux rester assis à la même place et je veux savoir quelle place c'est. Je veux que ce soit clair avec des baies vitrées. Enfin, bon, après, j'ai des critères oui, où je tu suis ta un petit façon peu de ouais, ton organisation, obsessionnel ouais. sur certaines choses. Mais quand on se connaît et qu'on a la chance de pouvoir aller pile dans les cases qui nous font du bien,
et ben, je pense qu'on fait plus de trucs en moins de temps. Ça c'est sympa. Est-ce que la vie de bureau, ça te manque parfois? Je trouve qu'il y a une camaraderie dans le coworking space, par exemple, qui est parfaitement sympa, c'est-à-dire déjeuner avec des gens à midi, reprendre un café, et cetera. Je trouve ça chouette, mais ce que je trouve très important, c'est avoir le droit de ne pas le faire et pas en devant passer devant un médecin qui met un coup de tampon en bas d'une feuille. Juste, non, tu vois? Demain, non, j'irai pas parce que, voilà, il pleut, il verglace, j'ai pas envie, c'est comme ça et ça veut pas dire que je vais pas travailler, je vais sécher le travail. C'est juste que, bah, peut-être que je prends le train, aller ailleurs, peut-être que j'ai juste envie de faire mon truc chez moi, peut-être que ceci, peut-être que cela. Donc la flexibilité et encore, moi j'ai pas d'enfant aujourd'hui, mais ça peut être aussi les faits de la vie qui font que donc je pense que le bureau hybride est très différent du bureau imposé, mais voilà, moi ça me manque pas. J'ai eu la chance de connaître, le bureau, très, très sympa chez Google où on avait, la nourriture gratuite 3 fois par jour, on avait des massages à disposition, le baby-foot, enfin des trucs, délirants, proprement délirants. Heu, voilà, maintenant je préfère, avoir mon petit vélo et me poser la question: «Où est-ce que je vais travailler pour cette demi-journée?» Ça, je trouve ça chouette. Et quels sont tes drivers sinon dans, je crois comprendre qu'il y a la liberté, non? C'est une grosse valeur. Mais est-ce que tu as d'autres drivers, enfin tu as des drivers, qu'est-ce qui te fait lever le matin, par exemple? Oui, le matin, je me dis enfin, un maximum de matin, j'essaie de me dire: «Est-ce que ça va être drôle et est-ce qu'on va apprendre?» S'il faut qu'il y ait les 2 trucs et drôle pour moi, bah, j'ai la chance d'avoir un associé qui est mon meilleur copain de lycée, donc on se connaît depuis très longtemps, on a fait les 400 coups, ce qui fait que, voilà, on partage plein de trucs en dehors de la société aussi, ce qui m'aide aussi, parce qu'on n'est pas juste, à travailler ensemble, on rigole et on s'envoie des messages, sur plein de trucs. Donc ça, c'est top et est-ce que je vais apprendre? Il y a toujours quelque chose. Twitter, par exemple, est une source, incroyable puisque, Tu continues de tout ce qui tweeter? ouais, ouais, ouais. Alors je lis énormément, je parle moins, je parle beaucoup sur LinkedIn, mais moins sur Twitter, parce que j'apprends énormément. Il y a des le mouvement Build in Public où les gens partagent en fait, leurs expériences, leurs retours de voilà, ça c'est super. Moi je trouve beaucoup, beaucoup d'inspiration là-dessus. Je lis énormément de blogs, je regarde beaucoup, beaucoup de vidéos et que ce soit dans la tech ou sur le climat, sujet que j'apprends, hein, je suis au tout début de mon chemin là-dessus. J'apprends énormément de choses et c'est ça en fait, je crois que j'ai besoin de beaucoup apprendre. Après, je suis aussi parfaitement lucide sur le fait que parfois il y a des choses, qui sont répétitives dans le travail. C'est-à-dire que certaines personnes ont besoin d'avoir, un quotidien qui est différent de jour en jour. Moi, je suis content aussi de savoir que, bah, en début de mois, je fais ma compta, que je vais regarder mon rapport SEO pour savoir comment ça se passe, que je vais parler avec mon marketing, que ceci, que cela. Donc la structure m'aide à avoir assez de stabilité pour regarder l'innovation. Par exemple, si je fais que regarder l'innovation, je pense qu'il me manquerait un peu cette structure de mon train-train quotidien, de gérer la boîte. Donc les 2 se nourrissent, c'est ça que j'essaie de dire en somme. Et avec ton associé, vous êtes répartis comment? Lui, c'est plus le côté produit, c'est ça? Alors lui, il est développeur, hein, donc il a il a la chance incroyable de pouvoir faire plein de trucs parce que, c'est très très enfin il y a plein de podcasts à faire sur l'association aussi, ça je pense que c'est un vaste sujet. Mais techniquement, il est développeur, donc si quelque chose est cassé, je peux régler ça comme je règle une imprimante. C'est-à-dire que j'éteins, je rallume un serveur, je mets un petit coup de botte dans la machine et si ça marche pas, bah, je l'appelle en lui disant: «Il faut que tu répares», parce que je ne sais pas faire en fait. Donc voilà, moi je fais tout le côté commercial, marketing, tout ce qui est non technique et lui fait tout le côté technique et comme dans toute association aussi, je pense qu'il faut décider quelle personne décide. C'est-à-dire s'il y a un désaccord entre les 2, voilà, il est acquis que c'est moi qui aurai la décision s'il y a un désaccord, après on en parle beaucoup et cetera. Mais on peut pas enfin l'association à 50-50, je n'y crois pas du tout et on en a parlé 1000 fois avec mon associé et on est tout à fait d'accord là-dessus et voilà. Ah, est-ce qu'il y a des difficultés parfois, de travailler avec son meilleur pote, d'être associé avec son meilleur pote? Bah, c'est compliqué par exemple, enfin ma copine par exemple me fait comprendre que travailler les dimanches, c'est drôle, mais c'est quand même pas le meilleur des rythmes, alors que pendant, allez, 1 an et demi, on travaillait énormément les dimanches, notamment les dimanches matins avec mon associé, parce que c'était un moment où on avait bien travaillé tous les 2 et sa femme et ma copine, voilà, on nous ont bien aidés à faire comprendre qu'il faut avoir des limites. Donc par exemple, quand on parle de la vie perso, on est sur WhatsApp, quand on parle de la vie pro, on est sur Slack. Boum, il y a pas à part, s'il y a marqué: «Le serveur est en feu», donc là, il y a vraiment un problème imminent et grave pour notre business. Il y a on essaie d'être assez étanche là-dessus. Mais l'association, c'est compliqué puisqu'effectivement, dès qu'il y a, bah, on passe du temps, il y a de l'argent en jeu, il y a du cash flow, enfin, il y a plein de risques, en fait, qui sont partagés. Donc, des histoires, Et puis d'horreur vous avez aussi d'associations quelques dans la tech, personnes, j'en ai entendu. oui, vous avez quand même une équipe aussi? Enfin, je veux dire, je trouve que c'est aussi «une responsabilité» entre guillemets, ouais. Absolument, il y a des gens, il y a un projet, il faut une continuité,
Moi, je pars là en voyage pendant 2 mois, donc j'emmène que mon téléphone. C'est un truc qu'on s'est dit avec mon associé. Donc moi, je peux réagir, mais pendant 2 mois, c'est lui qui tient la baraque. Pendant l'été, c'est plutôt l'inverse. Lui, il est peu là, sauf si ça brûle, et c'est plutôt moi qui tiens. Donc on se répartit aussi comme ça. Et tu as écrit un livre, Rodolphe? Oui, oui, oui. Ouais. Tu l'as écrit à quel moment? Alors j'ai écrit quand j'ai démissionné de chez Buffer. J'étais en train de monter Remotive et en parallèle, voilà, typique, je travaillais le matin sur Remotive et l'après-midi sur le livre, je crois. Donc j'ai écrit un roman, ça m'a pris 1 an et demi à peu près, que j'ai auto-publié, sur Amazon, et c'était sympa parce que j'écris beaucoup, c'est un de mes loisirs. J'écris beaucoup, dans mon temps libre, et c'était l'opportunité de, voilà, d'aller au bout d'un projet, parce que c'est sympa d'écrire 5 minutes sur un coin de table, mais essayer de faire un livre qui se tient avec une intrigue et qui se déroule sur 250 pages, c'était super. Et en plus, voilà, c'était inspiré de certaines aventures professionnelles et personnelles que j'ai pu avoir, enfin très vaguement, mais je m'en suis servi. Donc c'est sur le rapport au travail et sur la crise de la 25e. Le titre du livre, hein, d'ailleurs. Voilà, le livre s'appelle La 25e, et sur quitter le milieu tech corporatiste pour aller faire une quête de sens et d'aventure et de rencontres de personnages un C'est peu ton premier atypiques, bouquin? on va dire. Ouais, tout à fait, Ouais. tout à fait. D'accord. Est-ce qu'il y en aura d'autres, tu penses? Je pense, j'aimerais dire que oui. Je pense que peut-être une Ouais, c'est cinq quelque dix chose ans qui de te pause entre les deux, que ouais. tu aimes bien Mais ouais, écrire? ouais. J'ai jamais arrêté d'écrire, mais c'est vrai qu'écrire un livre, c'est voilà, ça aussi c'est un podcast, mais c'est un long process, ouais. Bah, écoute, merci beaucoup, Rodolphe. On peut te retrouver toi sur LinkedIn et Twitter, Oui, absolument. et Remotive, donc vous êtes sur plusieurs, canaux, tu peux nous les reciter? Je les Oui, mettrai alors on est un peu je mettrai les partout. liens. On est sur remotive.com. On est disponible sur Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, Mastodon, Reddit, Telegram et Slack. Donc voilà, j'ai peut-être fait une redite, mais n'hésitez pas. Et donc le job board qui est, enfin tout le monde peut y aller, quoi. Oui, tout à fait. On est ouvert et on continue de trier les annonces à la main, comme on le fait depuis le départ. Donc c'est des humains qui trient des annonces pour s'assurer de leur véracité et de leur qualité. Et merci beaucoup, Rodolphe. À très bientôt. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting Leaders. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute ou en le partageant autour de vous, ou encore en laissant un commentaire sur Apple Podcasts. Merci et à très vite.